Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, cher aîné, cher professeur Bourema Kansai, professeur Belko Wologem, recteur de l'université Yambo Wologem du Mali, chers philosophes et collègues de longue date, Monsieur le professeur Amadou Bekay Sidibé, directeur général de la Bibliothèque nationale, mon cher Alassane Souleymane, journaliste émérite, directeur général maintenant de la MAP du Mali, mon cher Mamadou Ba, de la librairie Ba, grand distributeur du livre sur la place du Mali, peuple du Mali, peuple africain ici rassemblé, en vos grades et qualités, chers doyens ici présents. Je m'en voudrais de commencer à vous citer et d'en oublier quelques-uns au risque de créer des frustrations. Sentez-vous saluer en chacune de vos personnes, hommes et femmes ici rassemblés. Mes premiers mots sont des remerciements que j'adresse au chef de l'État du Mali, le général d'armée, son Excellence, le président de la transition, Assimi Goïta, à l'ensemble de son gouvernement, ici représenté par le ministre Bourema Kansai. Je voudrais les remercier de se battre pour faire du Mali une place à partir de laquelle la pensée africaine rayonne. Je voudrais les remercier pour faire du Mali une place à partir de laquelle la renaissance africaine rayonne. Je voudrais les remercier pour le courage qu'ils ont eu de dire des vérités qu'aucun gouvernement africain n'osait dire depuis plusieurs années. Parce que sur ce grand continent, quelques-uns des plus grands fils de l'Afrique qui portaient sa parole s'en sont allés. Oui, Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs, quand était sur cette terre d'Afrique le président Modibo Keïta, dont le lieu dans lequel nous sommes rassemblés porte l'auguste nom, le silence n'aurait pas pu régner sur la nature profonde de l'agression dont l'Afrique est victime, notamment depuis 2011 avec le saccage de la Libye. Quand était dans ce monde le docteur président du Ghana, Francis Kofi Kwame Nkrumah? Il n'aurait pas été possible de voir des présidents africains raser les murs des cénacles internationaux et multiplier des circonlocutions verbales pour ne pas nommer l'ennemi et l'adversaire dans la situation historique qui est la nôtre aujourd'hui. Quand était de ce monde le grand camarade Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée? La voix de l'Afrique était entendue jusqu'au 7e ciel. Oui, quand Jomo Kenyatta, quand Nelson Mandela, quand Amilcar Cabral, Agostinho Neto étaient sur cette terre africaine, la parole de l'Afrique ne tremblait pas quand Ruben Oumniobed, mon pays natal, le Cameroun, Félix Moumié, Barthélemy Boganda, quand Patrice Emery Lumumba tenait au Congo, l'Afrique n'avait pas peur. La voix de l'Afrique était entendue quand le camarade Muammar el-Kadhafi, guide de la Jamahiria arabe populaire socialiste libyenne, on entendait la voix de l'Afrique quand le grand capitaine, le fils de l'Afrique, le président Thomas Sankara était dans ce monde. Oh, Afrique, Afrique, notre terre bien-aimée,
quel sevrage de parole tu as subi depuis que ces grands fils s'en sont allés. Avant que ne renaisse au cœur du Sahel, à partir de la terre africaine bénie du Mali et de son leader, le président Assimi Goïta, sur la terre africaine du Burkina Faso et son Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, sur la terre du Niger, avec le général Abdourahmane Tiani. Quand ces trois hommes et leurs compagnons de lutte se sont levés au cœur du Sahel, les Africains ont repris le mouvement du redressement de leur colonne vertébrale. Ce que notre aîné, notre doyen, le ministre Bourema Kansai, a dit est une parfaite introduction à l'ouvrage que j'ai le bonheur d'offrir à l'intelligentsia, au peuple, à la communauté africaine mondiale, mais également en témoignage devant l'Occident, en témoignage devant l'Orient, en témoignage devant tous les peuples de la Terre, que nous possédons une parfaite intelligence des menaces et de la nature profonde de l'agression que nous subissons. Le professeur Kansai a montré tout à l'heure qu'en réalité, nous avons à la fois le bonheur et le malheur d'être nés sur la terre la plus riche de l'humanité. Les autres peuples ont élaboré des élites politiques qui, ayant pris conscience de la rareté de ressources naturelles dans leur continent, la pauvreté naturelle de leur sol, ont mis en place des plans pour nous piller à chaque fois que leurs civilisations sont menacées de disparition. Ces plans se sont appelés la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et son bras armé contemporain, le terrorisme. Pourquoi ai-je écrit ce livre? J'ai écrit ce livre, Monsieur le ministre, mes chers collègues, chers frères et sœurs ici rassemblés, parce que je me suis senti humilié. Je me suis senti humilié lorsque, eh bien, le 15... Voilà, merci. Je me suis senti humilié lorsque le 15... Je veux que... Excusez-moi. Je veux que l'image du ministre apparaisse sur la... Voilà, c'est parfait. Je vais bloquer derrière. Je me suis senti humilié lorsque le 15 août 2022, le Mali ayant porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant que soit tenue une instance spéciale de confrontation des preuves, que derrière les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, il y avait le soutien des gouvernements successifs de la France depuis la période de 2012-2013 jusqu'à nos jours. Le Mali a dit, en tant qu'État, en tant que gouvernement, nous avons les preuves que derrière Al-Qaïda, l'État islamique qui nous attaque, il y a le soutien de la France. La réponse de la diplomatie française a consisté à présenter les autorités maliennes comme étant délirantes, fantasmagoriques, complotistes, comme étant en train de manipuler tout simplement l'imagination, manipuler la fiction. Et d'une certaine façon, j'ai observé que les autres puissances, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, se sont contentés de cette réaction de la diplomatie française. Il était entendu que le Mali n'avait rien à dire, parce que c'était trop gros de dire, mais nous avons les preuves du soutien des grandes puissances occidentales aux organisations terroristes. Le Mali passait pour un État et un gouvernement incongru, qui aurait affirmé une thèse comme qu'on aurait découvert de la glace chaude. Comment la glace peut-elle être chaude? Puisque le principe de la glace, c'est le froid. On présentait le Mali comme étant un vendeur de glace chaude. Comment pouvez-vous espérer qu'on vous croit lorsque vous dites que les grandes démocraties occidentales seraient en réalité les grands souteneurs, les grandes souteneuses du terrorisme qui frappe l'Afrique? Des mois et des mois ont passé. Sur les réseaux sociaux, les Africains étaient exaspérés. Pourquoi l'ONU ne tient-elle pas cette confrontation? Pourquoi les preuves que la diplomatie malienne, menée par mon frère le ministre Abdoulaye Diop, sous les instructions du président de la transition, pourquoi ces preuves, on ne voulait pas les entendre?
Nous sommes aujourd'hui 15 février 2025 et l'ONU n'a toujours pas organisé la confrontation des preuves. Le Burkina Faso, par la suite, a formulé les mêmes accusations. Le Niger, par la suite, a formulé les mêmes accusations. Et personne n'a voulu organiser de cénacle international, de prétoire international pour entendre les preuves. Alors je me suis dit, en tant que philosophe, je dois commencer, car le philosophe, c'est le commençant perpétuel. Puisqu'on ne veut pas que les preuves soient manifestées dans l'espace judiciaire international où elles auraient un effet avec des conséquences et des réparations exigées, nous, philosophes, fils de l'Afrique, serviteurs de la vérité-justice, nous allons commencer une enquête personnelle pour retrouver le maximum de preuves objectives de la thèse défendue par les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et je vous en conjure, aucune des preuves publiées dans ce livre ne m'a été transmise par une quelconque autorité de l'Alliance des États du Sahel. Ni les autorités maliennes, ni les autorités burkinabées, ni les autorités nigériennes. Aucune n'a contribué aux preuves que j'ai rassemblées dans ce livre. Car j'ai appliqué dans ce livre une méthode qui vient de la tradition africaine. C'est que pour contraindre le menteur à reconnaître la vérité, il faut manger ton piment dans sa bouche. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue scientifique, manger ton piment dans sa bouche? C'est-à-dire qu'il faut aller chercher ses propres déclarations, ses propres révélations, celles que lui-même il ne conteste pas, et les mettre dans l'ordre et les lui montrer. Et c'est ainsi que je considère ce livre comme un caddie. Vous savez ce que c'est que le caddie dans l'ordalie et la tradition africaine? C'est une boisson qu'on fait boire au présumé coupable afin que si c'est lui le coupable, il rende gorge et qu'il vomisse lui-même ce qu'il avait caché au fond de son ventre de sorcier. Ce livre est un caddie que je fais boire à l'impérialisme occidental pour révéler qu'il est le véritable parrain du terrorisme. C'est ça le sens du titre. L'impérial terrorisme. C'est le caddie qu'on fait boire aux sorciers cachés derrière la mystification religieuse, qui n'est rien d'autre en réalité que du mercenariat politique et économique. J'ai observé donc les preuves fournies par les États-Unis d'Amérique, les preuves fournies par toutes les puissances de l'Union européenne, les preuves reconnues par la presse d'investigation occidentale. C'est essentiellement ces preuves que j'ai privilégiées. De telle façon que dans ce livre, vous ne trouverez que des preuves qui ont été reconnues vraies en France. Par exemple, j'ai extirpé un article de France 24 du 30 juillet 2014, vers 17 h, intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». France 24, c'est la presse officielle française. Elle est sous la surveillance du ministère français des Affaires étrangères. Quand France 24 dit que le plus grand financier des djihadistes du Sahel, c'est la France, à travers le mécanisme du paiement des rançons, je prends ça, je dis voilà donc piment qui sort et qui sera mangé dans leur bouche. Une autre méthode intéressante. Aux États-Unis, il y a une tradition qu'on appelle la déclassification. Dans tout leur régime, il y a une période où on peut déclassifier. C'est-à-dire que des documents qui sont considérés comme secrets, à un moment donné, la loi dit qu'ils doivent être mis à la disposition du public. Et quand il y a des changements de majorité aux États-Unis, la nouvelle majorité peut, tout naturellement, la nouvelle majorité peut ordonner la déclassification de certains documents. Ce sont des documents officiels américains. C'est-à-dire que l'État américain publie ce qu'il considère comme vrai. Nous autres, on est là, on dit voilà encore une occasion de manger du piment dans leur bouche, les documents déclassifiés occidentaux. Deuxième source. Troisième catégorie de sources, eh bien, les sources d'investigation de presse, les plus grands journaux d'investigation d'Europe, d'Amérique et même du Moyen-Orient, eh bien, certains d'entre eux sont allés jusqu'à, en effet, documenter des actes de financement, d'armement, de soutien, y compris de couverture médiatique en faveur des groupes terroristes. Et enfin, cerise sur le gâteau, les déclarations des officiels occidentaux devant les institutions parlementaires occidentales. Aux États-Unis, par exemple, quand un officiel est convoqué, mon frère Suleiman, qui a une partie de sa vie américaine est là, il jure sur la Bible
de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Donc je suis allé chercher les déclarations des officiels américains devant le Sénat, après avoir prêté serment de vérité. Déclarations par lesquelles Mme Tulsi Gabbard, qui a été nominée pour le poste de chef du renseignement spécial américain, l'intelligence américaine, la chef des espions des États-Unis, elle a dit ceci devant le Sénat le 31 janvier 2025. Et le document à preuve est documenté. Nous, les États-Unis, nous devrions avoir honte parce que nous finançons les organisations terroristes qui ont tué nos soldats et qui ont tué notre peuple le 11 septembre 2001. Quand elle a dit ça, j'ai fait traduire, j'ai fait archiver. Monsieur Elon Musk, qui est maintenant le chef de l'agence de la bonne gouvernance américaine, lui, il a sorti la liste des paiements qui sont partis de l'USAID vers les organisations terroristes. Il a tout publié sur la base des documents qu'il a trouvés dans son bureau. J'ai tout documenté, j'ai mis là. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? Une enquête scientifique ayant pour but de retrouver toutes les preuves les plus évidentes que les organisations terroristes qui nous attaquent en Afrique ne nous attaquent pas pour des motifs religieux. Elles sont financées, elles sont armées par les grandes puissances de l'OTAN pour maintenir nos pays en situation d'instabilité et forcer nos dirigeants à brader les richesses de leur pays. L'impérial terrorisme, c'est cette chose-là. Derrière le mot djihadiste, en fait, on veut vous cacher le fait qu'il y a des mercenaires qui sont chargés au Sahel, en Afrique centrale, jusqu'au Congo, jusqu'au Mozambique, de maintenir nos pays en guerre. En les maintenant en guerre, nos dirigeants sont forcés de vendre, et même de laisser piller le pétrole, l'or, l'uranium, le cobalt, le diamant, ad vitam aeternam. C'est ça le modèle. Maintenir l'Afrique dans l'instabilité pour que les richesses africaines profitent essentiellement aux puissances qui entretiennent le terrorisme. Impérial, ici, est un réductif de impérialisme, volonté de s'accaparer de toutes les terres du monde pour la gloire des puissances. Et le terrorisme, c'est l'usage de la violence physique, psychologique, économique, au fin de réduire un peuple ou une individualité contre sa volonté, à la volonté précisément de celui qui opère cette violence. Je ne vais pas entrer dans le détail des preuves parce que je ne voudrais pas, comme on dit au cinéma, spoiler le film. Vous entrerez dans ce document comme dans un documentaire. Le livre, me le disait un ami qui l'a lu, il se lit comme si on lisait les étapes d'un documentaire de télévision. De telle façon que vous voyez progressivement ce qui s'est mis en place sur le continent africain, notamment à partir de 2011. J'ai aligné 4 grandes preuves. D'abord, j'ai montré que l'OTAN a son origine dans les grandes puissances négrières occidentales. Si vous prenez la liste des puissances qui ont kidnappé des Africains pour les utiliser au développement de l'Amérique et de l'Europe, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement la même liste que celle des puissances de l'OTAN. Deuxième preuve, je me suis intéressé aux emails révélés par le scandale Wikileaks de Mme Hillary Rodham Clinton. C'était l'adjointe de Barack Obama quand il était au pouvoir. Tout ce qu'elle a écrit avec ses conseillers a été révélé. Et on a donc découvert la vraie raison pour laquelle ils ont saccagé la Libye. Ce n'était pas la démocratie et les droits de l'homme, c'était pour empêcher Muammar el-Kadhafi de créer une monnaie qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans les emails de Mme Hillary Clinton. J'ai documenté tout cela. J'ai pris une troisième preuve. C'est une conversation célèbre entre les ministres russes et français des Affaires étrangères. Vous retrouverez tous les éléments de cette conversation, les circonstances. Et j'ai pris une quatrième preuve, incontestable. C'est le face-à-face entre le président américain Barack Obama et l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou à Deauville, le 27 mai 2011. J'ai repris tous les éléments de cette preuve. Et au moment où je concluais la rédaction de ce livre, Mme Tulsi Gabbard a pris la parole le 31 janvier 2025 devant le Sénat américain pour dénoncer le financement des organisations terroristes par les États-Unis. Elon Musk, dès le lendemain, quant à lui, publiait la liste des financements directs à Al-Qaïda et l'État islamique par l'USAID. Les gens qui disent qu'ils aident au développement, ils financent directement les terroristes. Elon a publié 35 paiements. Tout ça est à votre disposition dans le livre. De telle façon qu'il n'y a plus personne, avec les données que nous avons rassemblées, donc au moins les 6 preuves parfaitement documentées, il n'y a plus personne qui puisse se tenir devant un Africain et dire « on attaque les Africains parce qu'on veut les islamiser ». Depuis quand on peut forcer un musulman à être musulman? Enfoncer une porte ouverte ou fuir la pluie pour aller se cacher dans une rivière.
Toi, tu ne veux pas être mouillé, il pleut. Tu te mets à courir. Tu trouves une rivière, tu plonges dans la rivière. Tu attends que la pluie finisse. Après, tu sors. Tu sors pour dire, ah, vraiment, heureusement qu'il y avait la rivière, j'ai plongé dedans. Mais pourtant, mouillé, c'est mouillé. S'il pleut sur toi, tu es mouillé. Si tu es dans l'eau, tu es mouillé. Donc, voici des gens qui reconnaissent eux-mêmes, par leurs propres documents officiels, qu'ils sont les financiers des organisations terroristes. Et ils viennent nous dire qu'ils vont nous aider à combattre le terrorisme. Comment un pays normal, avec des intellectuels vivants qui doivent faire ce travail, peut accepter que des officiers des armées qui encadrent les organisations terroristes, que ces officiers se retrouvent dans la hiérarchie militaire d'un pays en lutte contre le terrorisme? Vous pensez que le Nigeria, dans ces conditions, peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut mettre fin au terrorisme? Vous pensez que tous les pays, là, le Cameroun, tous les pays dont la hiérarchie militaire est encadrée par des conseillers de l'OTAN, vous pensez que ces pays peuvent combattre le terrorisme? Impossible. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont grands parce qu'ils ont procédé à une clarification théorique pour mener une politique scientifique. Ils ont défini l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a créé Al-Qaïda, c'est celui qui a créé l'État islamique. L'ennemi, c'est celui qui a saccagé la Libye, qui a permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer. L'ennemi, c'est celui qui distribue de l'argent aux organisations terroristes sous couvert des rançons. L'ennemi, c'est celui qui accorde les médias d'État occidentaux à la couverture des actions des organisations terroristes. L'ennemi, c'est celui qui se moque des pays africains quand ils sont victimes d'attaques terroristes, pour les présenter comme des pays faillis et en profiter pour leur piller leurs richesses. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clarifié ce concept et ils ont décidé donc de combattre le terrorisme en s'appuyant sur des alliances avec des puissances antiterroristes. La politique est claire au Sahel. Nous savons qui, nos gouvernements, nos armées, et je salue les forces armées maliennes pour le travail formidable qu'elles font, nous savons qui combattre. Et dans cette présentation, qui a vraiment pour but de vous mettre en appétit, chères lectrices et lecteurs, je voudrais dire, il y a eu un événement qui pour moi est un événement vraiment symbolique, qui avait pour but encore de renforcer la crédibilité de la démarche que j'ai entreprise dans ce livre. Notre aîné, notre doyen ici assis, le professeur Bourema Kansai, qui a signé la préface de ce livre sur l'impérial terrorisme, il y a 2 jours, il a échappé à la mort. Il n'a pas voulu en parler, vous savez, les autorités ont cette capacité de laisser les choses au fond de leur ventre et de confier à Dieu leur destin. Mais moi, j'ai vécu l'attentat terroriste dont il a été victime il y a seulement 2 jours, comme le signe qu'en réalité, on veut dire à toute Malienne, à tout Malien, à toute Africaine et à tout Africain, que nous ne serons jamais en sécurité tant que nous refuserons de nous soumettre. Ils ont tenu à tenter de l'assassiner, précisément parce que, au sein du gouvernement, en tant que patron du département de la recherche scientifique, il joue un rôle essentiel dans la révélation de la vérité. Ce sont les institutions scientifiques de l'État qui éclairent l'action politique. Empêcher, le ministre de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire celui qui encadre ceux qui utilisent les techniques intellectuelles les plus affinées pour connaître la vérité, l'empêcher de vivre, c'est vouloir étouffer la voie de la connaissance et donc faire basculer l'ordre politique dans l'obscurantisme. Cette attaque terroriste est venue renforcer encore, pour ceux qui en doutaient, notre détermination à servir la vérité et la justice pour que l'Afrique soit libérée. Je remercie infiniment Dieu le Tout-Puissant d'avoir préservé votre vie et celle de vos compagnons, Monsieur le ministre, mais je considère qu'en réalité, ce qui a voulu nous être dit, c'est que jamais nous ne devrons baisser la garde. Il n'y aura jamais d'époque de l'histoire où les Africains vont dormir les yeux fermés en disant « ça y est, ils nous ont laissés tranquilles ». Nous devons avoir dans une main l'épée et dans l'autre la truelle. Ceux qui viennent avec l'épée doivent trouver l'Afrique armée de son épée. Ceux qui viennent avec la truelle ou la fleur d'olivier doivent trouver l'Afrique armée de la volonté de paix. Fini le temps de l'Afrique. Confiant sa sécurité à des puissances paternalistes, condescendantes, méprisantes, prétendument détentrices de précarés, de zones d'influence. Le Mali a sonné la fin de cette utopie. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, nous avons le devoir de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants,
une Afrique dont les peuples et les dirigeants ne seront plus jamais humiliés par une puissance étrangère. Ce livre que je mets à la disposition du public, Monsieur le ministre et chers collègues, est ma manière d'apporter le soutien de la science africaine à la grande lutte souverainiste africaine, dont la trilogie est magistralement rappelée par le Mali. Nous tenons à être souverains, nous tenons à être libres de choisir nos partenaires stratégiques dans le monde. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts vitaux de nos peuples parce que c'est notre devoir d'homme. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.